frais. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berckhoff dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Et dans un instant, on va parler de cette 5e vague et de la situation dans nos EHPAD et dans nos hôpitaux, Augustin. Sud Radio Berckhoff dans tous ses états. Et donc nous sommes avec Laurent Frémont, fondateur et président du collectif Tenir ta main avec Stéphanie Bataille. Bonjour Laurent Frémont. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. D'abord, peut-être à quelques jours maintenant des fêtes, quelles règles s'appliquent aujourd'hui dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD? Est-ce qu'elles sont trop strictes à vos yeux? Justement, c'est la raison de ma venue oui. Aujourd'hui, de la tribune qu'on a publiée sur le site du Figaro. Malheureusement, on renoue vraiment avec les dérives qu'on a constatées depuis plus d'un an. Des visites qui sont interdites parfois de manière totalement arbitraire, de manière infondée, aussi bien dans les hôpitaux que dans les EHPAD. Et donc là, depuis quelques semaines, on reçoit de plus en plus d'appels à l'aide, mais vraiment de cris de détresse. Et donc, il faut vraiment réagir vite, parce qu'effectivement, les fêtes approchent. On a beaucoup de personnes âgées qui vont passer Noël seules, et aussi beaucoup de patients qui se retrouvent à l'isolement maintenant dans les services hospitaliers. Pourtant, le protocole sanitaire n'a pas bougé depuis le mois d'août, c'est ça? En fait, le problème est toujours le même. On reste dans un arbitraire total où ce sont les directeurs d'établissement qui dictent leurs lois, et on a essayé de faire bouger les choses auprès du ministre, auprès des autorités, mais tout recommence un peu comme avant. Donc c'est assez lassant, assez frustrant de voir que notre mobilisation depuis un an finalement a servi quand même à débloquer certaines situations, mais ne parvient pas à son point d'achèvement, qui est vraiment de faire reconnaître ce droit de visite, en partant du principe que la visite des proches fait partie du soin. La Société des médecins réanimateurs l'a réaffirmé il y a quelques jours. La visite des familles doit être maintenue à tout prix, parce que ça fait partie vraiment de la rémission des patients. Ce que vous dites, c'est surtout ce sentiment, ce retour de sentiment de solitude chez les personnes concernées. Oui, et surtout, si je peux ajouter, vraiment un sentiment d'incompréhension, parce qu'il y a eu vraiment un chantage à la vaccination. Oui. Donc il y a notamment des établissements, des EHPAD où les résidents sont à 100% vaccinés, 2 doses, 3 doses, etc. Et on leur avait promis en échange de ces doses de pouvoir revoir leurs petits-enfants, leurs enfants, et c'est pas le cas. C'est-à-dire que depuis le début de cette crise sanitaire, finalement, on en revient aujourd'hui avec cette 5e vague à la même situation que lors de la première vague, c'est-à-dire une solitude, évidemment, qui est très dure à vivre pour les personnes hospitalisées et pour nos aînés dans les EHPAD. Et ça affecte le moral, ça aboutit parfois sur des situations dramatiques. Vous avez récolté une dizaine de milliers de témoignages. Plus de 10 000 témoignages aujourd'hui de personnes qui avaient vécu ça et qui ne s'en remettent toujours pas. Du côté des proches, on a vraiment des sentiments de culpabilité, des sentiments vraiment d'avoir abandonné leurs proches, surtout à l'approche de la mort. Et du côté des patients, ceux qui en sont sortis, vraiment un traumatisme très profond, d'avoir passé parfois plusieurs semaines dans la solitude. Et surtout, encore une fois, vraiment un sentiment d'incompréhension, parce que souvent, ça n'est même pas justifié. Aujourd'hui, on a vraiment accès très facile aux tests, c'est facile d'équiper les familles, etc. Donc vraiment un sentiment d'injustice. Et c'est quoi les principaux points problématiques qui demeurent à vos yeux aujourd'hui? C'est encore une fois le côté vraiment arbitraire des décisions. Du jour au lendemain, on vous annonce que les visites sont interdites, ou alors dans les EHPAD que les activités sociales sont terminées, que les visites ne se font que dans des parloirs, sur des créneaux très limités. On a vraiment cette impression d'être dans un univers quasiment carcéral. C'est vraiment les retours qu'on a aujourd'hui, des gens qui nous disent pour visiter mon proche résident en EHPAD, c'est comme si j'allais le visiter en prison. C'est affligeant. Alors comment on peut expliquer qu'on en soit encore, je vous ai déjà posé la question, vous nous disiez, c'est finalement des décisions, une somme de décisions peut-être individuelles au niveau de chaque structure qui fait qu'on en est là aujourd'hui? Oui, voilà, et le fait qu'il n'y ait toujours pas de consignes claires des autorités, du gouvernement, qui fait que sur le terrain, les gens sont un peu désemparés, ils ne savent pas vraiment comment s'adapter. On avait travaillé avec le cabinet du ministre de la Santé, qui nous avait assuré qu'il prendrait enfin un texte rappelant le droit de visite, parce que c'est un droit du patient. Finalement, ce protocole n'a jamais vu le jour, on n'a plus trop de nouvelles, et ils ont préféré instaurer le pass sanitaire
à l'hôpital. Et de la même façon, grâce à Bruno Retailleau, on a permis de faire adopter une proposition de loi au Sénat pour vraiment consacrer ce droit de visite. Proposition de loi adoptée à l'unanimité de tous les groupes politiques, vraiment tous les courants, tous les partis, sur un consensus qui est quand même très, très rare, inédit même. Et malheureusement, le gouvernement s'est opposé à cette loi, donc on ne comprend pas trop aujourd'hui quelle est la logique derrière, finalement, de ne pas réagir, de ne pas prendre en compte le lien comme une composante essentielle du soin et même de toute vie humaine. Dans quelle mesure peut-être le contrôle du pass sanitaire restreint vraiment l'accès aux visites? On imagine qu'il y a quand même la plupart des proches des personnes hospitalisées ou en EHPAD ont bien dû à un moment se faire vacciner pour pouvoir continuer à voir leurs proches. C'est là toute l'ironie de la situation, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui effectivement se sont fait vacciner pour accéder à l'hôpital ou dans les EHPAD pour détenir le fameux pass sanitaire. Mais on leur refuse toujours les visites. Donc les gens, encore une fois, sont plongés dans une incompréhension totale face à ce manque de cohérence. Et même, quel est l'argument qu'on vous oppose, puisque beaucoup de personnes en EHPAD et dans les hôpitaux sont doublement, triplement vaccinées? Quel est l'argument qu'on vous oppose d'un point de vue sanitaire pour ne pas avoir ce droit de visite? Malheureusement, souvent, il n'y a pas d'argument. C'est vraiment la situation à laquelle j'ai été personnellement confronté il y a un an avec mon père à la clinique Axiom à Aix-en-Provence. Mais c'est le cas dans de nombreux établissements aujourd'hui. C'est qu'on vous dit tout simplement les visites sont interdites. On ne justifie pas, d'un point de vue médical, d'un point de vue scientifique, on ne justifie pas ces restrictions de visite. Et donc c'est vraiment l'arbitraire qui règne. Souvent c'est un simple panneau affiché à la porte. À partir d'aujourd'hui, les visites sont interdites. Donc c'est pour ça que nous, tout ce qu'on demande, c'est que, on comprend très bien que les visites puissent être aménagées, surtout quand les services sont débordés, etc. Mais au moins qu'on puisse fonder ça scientifiquement et en droit aussi, parce que encore une fois, c'est un droit du patient et de ses proches. Et que ce soit en plein pic, en décrue ou en accalmie, concernant les chiffres des contaminations et des hospitalisations, le protocole reste le même. Le protocole il reste vraiment très, très variable selon les établissements et c'est pour ça qu'une consigne claire, une consigne nationale permettrait de résoudre ces inégalités aussi de traitement, parce que d'un établissement à l'autre c'est quand même très, très variable et même d'un jour à l'autre. Et donc encore une fois on appelle vraiment à clarifier les choses. Et comme l'ont rappelé toutes les autorités, comme le rappellent les médecins réanimateurs, considérer enfin que soigner quelqu'un, ce n'est pas seulement une intervention biologique ou technique, c'est vraiment l'accompagner dans toute sa personne, donc sa dimension morale, sa dimension aussi spirituelle. On a beaucoup d'aumôniers, de psychologues d'hôpitaux qui ne sont plus acceptés dans les services, et c'est particulièrement grave à l'approche de la mort, parce que il y a beaucoup de personnes qui demandent vraiment à être assistées d'un aumônier ou d'un psychologue et à qui on refuse ce droit. Il y a aussi peut-être la question du deuil pour les proches. Comment on fait son deuil quand on n'a pas pu voir un de ses proches dans ces derniers instants? Je pense que c'est vraiment une conséquence collatérale dramatique de la gestion de la crise depuis 2 ans. C'est qu'on a plusieurs centaines de milliers de personnes, plusieurs même peut-être millions de personnes qui ont été privées d'adieu à leurs proches, qui ont été privées d'un deuil normal. Donc je parle à la fois avant le décès et après le décès. Donc on ne peut même pas faire l'adieu au visage, même si ça a pu évoluer. Et donc les témoignages qu'on reçoit encore aujourd'hui sont vraiment dramatiques. On a des gens qui sont traumatisés, qui ont du mal à réaliser le départ de leurs proches et qui s'en veulent beaucoup. Il y avait même à l'époque des jauges pour les enterrements, je crois. Oui, alors heureusement on est sortis. À l'époque du décès de mon père, on était limité à 30 personnes. On parlait d'une cathédrale de 1000 places. Donc on avait dû organiser des obsèques clandestines. Comment vous expliquez ce comportement de certains directeurs d'EHPAD? Est-ce que c'est du zèle? Est-ce que c'est de la protection juridique? Est-ce que c'est de la minimisation excessive du risque? Comment vous l'expliquez? Je pense que c'est révélateur d'un grand nombre de problèmes. Cette pandémie vraiment nous permet de mettre le doigt sur plusieurs traits de civilisation. Ce mépris de la mort, on veut cacher la mort, cette judiciarisation de la médecine, la place très importante occupée par les assurances, par les avocats, etc. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Dans mon cas personnel, la clinique Axiom, donc qui nous a caché beaucoup de choses aussi sur le départ de mon père, nous a toujours opposé son assurance. Le médecin n'a jamais voulu nous rencontrer parce qu'on se réfugie derrière son avocat. Et donc finalement, on arrive à perdre le sens du soin et le sens même de l'humain. Et donc effectivement, des excès de zèle,
le principe de précaution qui s'applique à tout prix. Et je pense aussi une certaine conception de la vie qui réduit la personne humaine tout simplement à son aspect biologique et qui néglige vraiment tout ce qui fait la richesse de l'existence. C'est les relations humaines et sociales, la spiritualité, etc. Pourtant, on a entendu quand même beaucoup de témoignages depuis le début de cette crise sanitaire pour alerter sur ces situations dramatiques que vous nous décrivez, et on en est finalement toujours au même point, ça ne bouge pas. Ça bouge parce que les restrictions de visite sont quand même moindres que dans certaines vagues. Ça a été assoupli. Mais elles reviennent quand même en force, et c'est pour ça qu'on pousse vraiment ce cri d'alerte. Il faut réagir vite, surtout à l'approche des fêtes. Et effectivement, ça peut être un peu lassant, un peu frustrant de voir qu'un an de mobilisation peut parfois être minimisé par des comportements individuels. Mais c'est pour ça que jusqu'au bout, on se battra jusqu'au bout de cette crise, et aussi après, parce que ces comportements s'installent, on se battra pour que l'humanité et la dignité des patients soient respectées. Et parce que vous n'avez pas de rancœur sur le fait que votre père ait contracté le Covid, mais c'est plus sur l'accompagnement à la fin, c'est sur l'absence de visite. Oui, le fait qu'il ait été placé à l'isolement pendant 3 semaines sans aucune justification, qu'on n'ait pas pu lui dire au revoir ni avant ni après sa mort, et en plus qu'on nous ait caché qu'il avait attrapé une maladie nosocomiale dans cette clinique qui l'a tué. Donc ça a été caché, ça. Oui, on l'a découvert par hasard ensuite en réclamant son dossier médical. Et alors qu'on nous disait que tout allait bien, et jusqu'à l'annonce soudaine de son décès. Est-ce que vous avez entamé des poursuites à l'encontre de cette clinique ? On y travaille, oui. Ça fait partie des moyens d'action, même si l'idée aujourd'hui, c'est pas de regretter ou de faire payer les coupables, oui, mais vraiment de faire en sorte que ça change pour tous ceux qui restent. Mais il y a vraiment des moyens d'action pour les personnes qui se trouvent dans votre cas ? Alors, pour les personnes qui se retrouvent dans mon cas, et pour l'avoir vécu, je sais que c'est quand même très déstabilisant de se retrouver face à des portes closes et à des gens qui ne vous écoutent pas. N'hésitez pas à saisir la justice, à alerter les médias si vous êtes confronté à de telles injustices. Et aussi, vous pouvez nous solliciter via notre site tenirtamain.fr, et on fait en sorte d'aider individuellement les personnes qui sont concernées par l'inhumanité et l'arbitraire de certains gestionnaires d'établissements. Parce que ça représente, on imagine, vous nous avez dit 10 500 témoignages, oui. Ça représente un travail colossal pour vous, j'imagine, au sein de votre collectif. Oui, c'est plus qu'un temps plein depuis près d'1 an maintenant. Et on fait aussi en sorte d'accompagner les victimes avec une assistance psychologique. On a aussi créé un mémorial pour les victimes, et on organise aussi des concerts pour que les gens puissent se rassembler, des concerts d'hommage aux victimes. Et à qui est-ce que vous souhaiteriez faire passer un message ? Est-ce que c'est à une ministre ? Est-ce que c'est à des députés, à des sénateurs ? Est-ce que c'est aux politiques, même, ou aux gens, tout simplement ? Oui, tout simplement. Déjà aux gens qui sont confrontés, je leur dis vraiment de se battre pour ne pas avoir à le regretter ensuite. Aux gestionnaires d'établissements, je les appelle vraiment à faire preuve d'humanité. Je comprends vraiment qu'on soit dans une situation difficile dans plusieurs services, plusieurs établissements. Mais encore une fois, l'humanité doit vraiment dépasser toutes ces contingences, et il y a moyen de trouver des solutions, d'équiper les familles pour les faire entrer dans les services. Et j'en appelle vraiment à Olivier Véran, puisqu'il n'a rien fait sur ce sujet depuis 2 ans. Donc il serait temps qu'il réagisse enfin, et qu'il, au-delà des déclarations de principe, parce qu'il en a fait quelques-unes, qu'il prenne des mesures pour que ce droit de visite soit rappelé. On a quand même été extrêmement choqués de voir la ministre de l'Autonomie, qui avait été déléguée par son ministre de tutelle, le ministre de l'Autonomie, aller au Sénat pour expliquer que le gouvernement s'opposait à la proposition de loi sur le droit de visite aux patients. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc je l'appelle vraiment à réagir vite. Je sais que ce serait d'une certaine façon une manière de reconnaître qu'il n'a rien fait depuis 2 ans, mais justement, encore une fois, il n'est jamais trop tard, et malheureusement, toutes ces injustices se poursuivent. Et donc j'invite vraiment à prendre ses responsabilités, et parce que j'ai bien peur qu'il soit condamné par l'histoire. Une telle passivité face à ces drames éthiques qui sont vraiment gigantesques et innommables, c'est vraiment coupable. Merci beaucoup Laurent Frémont, c'était important de vous entendre avant les retrouvailles en famille et les fêtes de fin d'année. Je rappelle votre collectif, le collectif Tenir ta main, donc vous pouvez aller sur le site de Laurent Frémont et de Stéphanie Bataille pour témoigner, pour vous contacter. Merci beaucoup, on va essayer de redonner un petit peu le sourire à nos auditeurs. Vous allez gagner dans un instant des cadeaux. Joyeux Noël avec Sud Radio.
Et pas n'importe quel cadeau, puisqu'il y aura des tablettes, peut-être des sauts en parachute, du savon, et également des produits de beauté, des simulations de chute libre, des livres. Alors vous nous appelez au 0826 300 300 et dépêchez-vous parce que vous n'avez qu'un quart d'heure pour nous appeler. Vous allez gagner dans un instant.